On va aller décrocher des nouvelles usines, innovation, expérience, émotion. On a poussé la chose vraiment très loin. Je pense en tout cas sur le modèle le plus abouti qu'on a jamais lancé. La signature de Maison Morphin qu'on essaie d'avoir toujours sur le réo caché quelque part. Si je devais retenir le meilleur détail de cette montre là, je pense que on parle aujourd'hui de la MM2405, un nouveau modèle Maison Morphin sûrement le plus abouti. Je suis avec Benoît, le fondateur de 1450 Studio, un studio de design qui nous a accompagnés pour développer ce modèle. Aujourd'hui, on va parler des enjeux, des secrets, des plans de conception qu'on va vous révéler et plein d'autres choses qu'on n'a pas forcément communiquées sur ce modèle. On est parti pour une vidéo riche en informations, c'est parti. Bon, step numéro 1, on va vous présenter déjà avec Benoît le modèle. Je te laisse peut-être Benoît commencer la présentation étant donné que c'est lui qui a bossé majoritairement, c'est lui qui a tout designé. Donc pour vous faire une présentation quand même de ce modèle, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent cette vidéo, me découvrent peut-être aussi, découvrent Maison Morphin et ne connaissent pas ce modèle-là. Donc je te laisse faire une petite présentation assez brève. Ok, donc la MM2405 est une montre squelette tonneau. L'idée c'est cette inspiration avec un boîtier forme convexe. C'est quelque chose qui avait bien marché sur un précédent modèle que tu avais fait. C'est ça. Et du coup, les gens, autant dans les lives que sur les différents échanges que tu as pu avoir avec tes clients, étaient assez demandeurs d'un nouveau modèle tonneau. C'est ça. Et donc c'est un peu de là qu'est venue cette idée et que Clément m'a missionné pour le design de cette montre. Sachant que sur le marché aussi global, entre 1000, 2000, 3000 euros, il y a globalement très peu, voire aucune de ma connaissance, montre tonneau, squelette, qui embarque en tout cas les caractéristiques techniques, mouvement suisse, voilà, qu'on a développé en interne. Donc il y avait une sorte de gros manque à ce niveau-là. Et c'est vrai que sur les différents réseaux sociaux, même nous en email ou en page contact sur le site internet, on avait une grosse demande de modèle tonneau squelette. L'idée après c'était vraiment d'avoir notre propre ADN. On avait déjà, donc, comme tu l'as dit, développé un modèle, mais à l'époque c'était du Miyota, donc du japonais. Donc on avait des specs techniques qui étaient quand même globalement beaucoup moins intéressantes que sur la 2405. Moins poussé. Donc voilà, c'est ça. Et puis c'était moi à l'époque qui m'occupais du design. Globalement maintenant, vu que Benoît c'est son métier et qu'il est bien plus compétent que moi, on est allé repousser les retranchements sur ce modèle. Et en tout cas, je suis très content du résultat global. En tout cas, toi, j'espère que ah ouais, aussi vraiment. ta cam, hein. Pour moi, c'est une belle réussite. Pour le coup, tout le temps qu'on a investi sur cette montre, ça valait le coup. Ouais, complètement. De toute façon, je l'ai au poignet et on va passer d'ailleurs à la petite intervention numéro 2. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles ont été les difficultés rencontrées au moment de la mise en œuvre de la production de cette montre? C'est ça, parce que c'est vrai que c'est nous en interne qui avons directement les échanges avec les ateliers avec qui on travaille pour développer les pièces détachées et voir tous les micro-ajustements. Et c'est vrai que ce modèle-là a amené quand même pas mal de nouveautés. Alors globalement, déjà, depuis qu'on a travaillé ensemble avec la 2407, on a amené le traitement anti-reflet sur le verre saphir. Ouais. Ça, c'est entre guillemets une nouveauté, bien que depuis 2 modèles, on l'a introduit. On a le Luminova C3 aussi, qui est le plus puissant qu'on a introduit, qui est aussi une nouveauté, qui fait que ce modèle sort un petit peu du lot par rapport à ce qu'on a pu sortir dans le passé. Et surtout, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la boucle micro-ajustable, très intéressant. Par exemple, moi je tombe entre 2 maillons sur celle-ci. Là, je l'ai au poignet, la 2405. Et ben, je suis justement sur la position numéro 3 de la boucle. Et du coup, ça permet à 1 ou 2 mm près de vraiment avoir un micro-ajustement. C'est les petits détails qui font qu'à terme, quand même, on essaie d'aller chercher des choses qui peuvent rendre de plus en plus qualitatif le produit. On a eu le verre saphir aussi qui était biseauté. Donc, ça, gros challenge. Le verre saphir, c'est un rayable. Ce qui est inrayable est très dur, ce qui est dur est cassant. Donc, il a fallu développer un verre saphir qui est déjà de forme tonneau, qui en plus est biseauté. Donc on n'est pas sur les mêmes tarifs qu'un verre rond classique. On a un traitement anti-reflet, donc par-dessus aussi, qui est plus technique, puisque là il faut faire un revêtement sur un angle droit entre guillemets sur le verre saphir qui est biseauté. Le biseau, ouais. Sur le biseau, c'est ça. On a eu le tungstène aussi qui était compliqué à usiner. C'est pareil, c'est un rayable, on peut que le rayer avec du diamant. Donc il faut le facetter, parce qu'on l'a fait facetter, on le verra après dans les plans de conception, etc. Et on a aussi du coup fait un biseau qui part donc du verre saphir. Ça, c'est ton initiative, c'est la partie design, mais que derrière, nous, les usines, ont travaillé dur et on a travaillé main dans la main avec eux. On est même allé décrocher des nouvelles usines qui nous ont suivis sur ce projet-là. Oui, parce que les premiers, ils ont fait. C'était pas possible. Non, c'était pas possible. C'est ça qu'on a poussé la chose vraiment très loin. Et en fait, les maillons sont tous usinés individuellement, pour ceux qui ne savent pas forcément. Et donc, du coup, vu qu'on avait un biseau donc, sur le verre saphir avec l'acier qui repart en face, donc ça crée vraiment une sorte de biseau en soi. Une ligne comme une forme de tranchée un petit peu triangulaire qui se prolonge entre le verre sur chaque maillon après. Et voilà, entre le verre et le boîtier et qui fuit sur chaque maillon. Donc c'est vrai que c'est un ajustement manuel qui doit être très précis, quoi. C'est ça, c'est vraiment au micron près. Là, de l'ordre d'1 mm de décalage, ça se serait vu. Donc c'est vraiment à l'ordre du micron. Donc chaque maillon doit être facetté, biseauté et que ça se suit bien correctement. Donc ça, c'était un énorme challenge.
challenge. On a dû pousser les portes d'autres ateliers spécialisés dans des montres vraiment de luxe et haut de gamme. Et ça a été globalement en tout cas les choses qui ont fait que ce modèle sort vraiment du lot et qu'on est, je pense en tout cas, sur le modèle le plus abouti qu'on ait jamais lancé. Et l'avantage, c'est que du coup, on est sur un produit où vous ne retrouverez pas ce bracelet ailleurs, vous ne retrouverez pas cette forme de verre avec le boîtier justement qui reprend l'angle, le biseau qui se prolonge sur le bracelet, etc. On est allé vraiment chercher des codes de design qui nous amènent vers un produit qui est unique, quoi. Le but, c'est soit du mésomorphin. C'est ça, c'est du mésomorphin. Je reviens justement sur ce que tu as dit juste avant concernant les inspirations et le fait qu'on soit allé chercher des éléments de design mais qui ne sont pas forcément relatifs à l'horlogerie mais plus dans l'élément, dans le monde du design. Ouais. Est-ce que justement tu peux développer un peu cette partie-là puisque c'est toi qui qui a été à l'initiative de plein de choses sur ce design de montre. L'idée c'était d'aller chercher des formes qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir. Certes on est dans du tonneau. Alors le tonneau historiquement c'est inventé, ça a été initié par Frank Muller, repris aussi popularisé, voilà. Ouais, ils se l'ont un peu administré Richard Mille derrière. C'est ça, Richard Mille. Donc là, on est sur quelque chose avec des codes de l'horlogerie, donc le format tonneau, mais on voulait apporter quelque chose de différent. Quand le regard se pose sur cette montre, on voulait qu'il y ait quelque chose d'intriguant, donc des effets de lumière, des effets de contraste. Et c'est ces formes qu'on est allé chercher qui permettent d'accrocher la lumière, justement, de jouer avec les textures. Et du coup, ce verre biseauté qui est là un petit peu comme si, je sais pas, on peut imaginer une proue de bateau qui fend la mer avec une petite vaguelette formée sur le côté. C'est un peu ça en fait. On a notre verre biseauté et qui vient un peu comme fendre le boîtier et qui lui reprend ce petit biseau et va se prolonger derrière sur le bracelet. Donc on a essayé d'amener des codes aussi bien de l'architecture, du design possiblement automobile parce qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi en carrosserie qui vont chercher ces aspects d'arête et de lumière, des effets de texture. Donc là c'est vraiment tous ces éléments là qu'on a pioché un petit peu à gauche à droite, à la fois dans notre culture, on a chacun des codes et des choses qu'on a vues qui sont propres. Du coup, on a essayé de mettre un peu ça en commun et de se dire vers quoi on aimerait aller. Quoi on se tourne, c'est ça. Tout en ayant également une pièce qualitative, parce que moi il y a aussi le souci de faire quelque chose de qualitatif avec des matériaux de choix, des détails techniques, des matériaux comme le verre saphir qui derrière, après, nos usines derrière viennent traduire entre guillemets ce que tu as fait en design sur des produits physiques avec des matériaux spécifiques. En gros, l'idée c'était quand même qu'il y ait un challenge vis-à-vis de l'usine aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si à la prod, ils sont pas à se dire « Ah, intéressant, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ?» On reste dans quelque chose qui est ce qu'ils savent faire. Et du coup, en repoussant un peu les limites à chaque fois, on va vers l'excellence. L'idée, c'est ça en fait. L'idée, c'est de casser les codes aussi, d'être un peu avant-gardiste sur le côté design et de pas se contenter d'ajourer un mécanisme. Se démarquer. De faire une montre plate, ronde, etc. Avec, globalement, faire des chanfreins polis, brosser un boîtier, il n'y a rien de très complexe. Ouais. Mais effectivement, on avait eu une usine qui nous a suivis sur ce projet-là et qui, en tout cas, a vraiment joué le jeu. Eux aussi se sont creusés la tête en interne et ont mis plus de cœur à l'ouvrage que des montres classiques. Et c'est sympa parce que du coup, ça, c'est aussi le rôle du design. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on échange aussi avec la production, on échange avec, même on va jusqu'à échanger avec des ouvriers parfois qui manipulent les machines, etc. pour comprendre quels sont les points de friction, les contextes compliqués pour justement arriver à faire la forme qu'on souhaite, mais en franchissant cette barrière, cette limite mécanique de l'outil en fait. Le but c'est d'aller plus loin, de trouver des astuces. Du coup, on a parlé un petit peu du boîtier, du verre. Le verre, ça a vraiment été un point technique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la complexité justement de mise en œuvre? Le problème en fait vient surtout du verre à la base, puisqu'on le fait biseauter. Et c'est lui qui va créer ce biseau qui est fuyant. Après, ça va retranscrire ce problème sur plein d'autres choses. Le cache-pompe, les maillons. Et finalement, en fait, ça a été vraiment là où il y a eu du travail, du prototypage, parce qu'effectivement, on sort pas une montre comme ça en one shot du premier coup. Ouais. Donc, on a fait des prototypes, on a simulé des choses ensemble, on a échangé avec les usines et l'idée c'était justement d'avoir ce biseau fuyant que vraiment visuellement quand on regarde et actuellement c'est très bien réussi, on ne comprenne pas qu'il y ait une transition entre le verre saphir et le biseau. Le biseau on est venu le polir sur la partie acier pour qu'il soit un petit peu brillant, miroir, comme finalement on va bien jouer le verre en soi. Et il fallait vraiment que le cache-pompe avec le boîtier soit vraiment très smooth. On a du coup développé derrière des bracelets cuir qui vont être sur mesure, qui seront accrochés au cache-pompe, qui évitent de décrocher le cache-pompe. Donc il y a eu aussi un gros travail à ce niveau-là. Et les bracelets cuir arriveront très très bientôt avec du croco et
et du veau embossé. Mais globalement, ça a été vraiment le plus gros challenge sur cette montre-là. Après, il y a plein d'autres micro-challenges. Hein. Finalement, sur le côté du boîtier, on a quand même 3 finitions. On a du sablé, on a du micro-billet, quoi, qu'on appelle du micro-billet. On a du satinage, donc du brossé et du poli. Et des arêtes sont polies à côté du micro-billet sur un revêtement qui est normalement satiné. Donc globalement, il y a des tolérances d'erreur aussi au niveau des machines qui sont à prendre en compte. Et on est vraiment allé chercher des subtilités de design, se creuser la tête. Même sur la couronne, on a les 3 finitions sur la couronne, qui est un petit objet. Et les tolérances sont de l'ordre du micron. Donc il y a eu pas mal de challenges. Mais globalement, si je devais répondre à ta question, effectivement, c'est le verre saphir qui a été le plus problématique au début et qui est venu derrière engendrer plein de problèmes, le cache-pompe, les maillons, etc. Mais globalement, on s'en est sorti. Donc ça fait oui. Non, mais c'était pas infaisable. Non. En général, un designer propose pas un truc complètement à côté de la plaque. On aime bien pousser un peu les retranchements, mais on y arrive, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, en termes après de choix esthétique, on a fait aussi pas mal de travail en interne sur les diverses finitions. On a fait des prototypes aussi pour savoir quelles lignes on polie, quelles lignes on satine, quelles lignes on fait en micro-billet, même si ça c'était plus globalement plutôt. On s'est arrêté assez rapidement sur ces choix-là. Est-ce que tu peux nous en parler aux personnes qui nous écoutent? Alors du coup, c'est vrai que ce qu'on voulait avec cette montre, c'est qu'il y ait du contraste. Contraste de forme, contraste de texture. Le but, c'est que la montre ne laisse pas indifférent. Et clairement, à mon avis, on l'aime, on l'aime pas, mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est très tranchant. Voilà. Ça peut plaire comme totalement déplaire. C'est ça. Donc du coup, il y a ce côté angulaire qu'on va retrouver sur le changement d'angle entre la surface du verre, son chanfrein. Ensuite, on va trouver des formes un petit peu plus smooth, comme tu aimes bien dire, quelque chose de doux et d'arrondi. Le côté convexe aussi du boîtier. Toutes ces formes font qu'il y a du contraste, c'est ça. C'est un peu le mot pour cette montre, je trouve. On a à la fois du contraste entre la couleur du métal argenté qui se retrouve avec un cadran qui est noir, où du coup on est venu rehausser ça avec une petite décoration sur le ressort de barillet qui là du coup va encore faire ressortir certains aspects mécaniques et techniques de la montre. Créer de la profondeur effectivement aussi. Créer de la profondeur, exactement. Donc c'est pareil, il y a du plat, de l'angle, du relief, du clair, du sombre. Définition code de Genève aussi sur la partie métallique. C'est ça, le cadran qui vient du coup reprendre un code de l'horlogerie. Encore une fois, on vient décorer le mouvement. Le but c'est d'apporter, de retrouver des codes qu'on trouve sur des mouvements maison. L'idée aussi c'était de ramener l'attention au cœur du mouvement. On a un mouvement qui est squelette, le but c'est de montrer un peu les organes de la montre, donc on a essayé de trouver de l'espace aussi. Donc c'est un jeu de contraste entre du plein, du vide, de l'arête, de l'arrondi, du brillant, du mat, voilà. C'est vrai que tu as des très forces de proposition là-dessus, et c'est vrai que les accroches de lumière, tu arrives beaucoup plus à les modéliser dans ta tête et me les exprimer sur le logiciel, sur le papier. Des fois plus vite, mais après j'arrive quand même à te faire voir un peu ce à quoi ça... C'est ça, et c'est super important parce que c'est ce qui fait qu'on s'arrête sur une montre. Il me vient par exemple l'idée de la Tissot PRX. Eux, par exemple, sur les intermaillons sont polis, ce qui fait que quand on va venir bouger, on va avoir des arêtes, des accroches de lumière. C'est des choses que nous, on essaie de faire et globalement, on retrancher un peu partout sur la montre, finalement, pas que sur le bracelet. Et pour revenir aussi aux parties cadence, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai donné comme prérequis à Benoît, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un segment de marché où on peut pas se permettre d'avoir un mouvement squelette maison suisse, ou alors il faut partir sur un marché asiatique, développer un mécanisme chinois, mais là, c'est totalement pas notre ADN, notre envie pour la partie SAV, fiabilité, c'est pas notre intérêt. Donc globalement, on a tous le même mécanisme qui est un STP621 ou SW200. Donc globalement, si on a juste travaillé la partie boîtier, aiguille, bracelet, on a globalement, en fait, quand on regarde la montre, globalement, on a tous le même résultat. Il y aura juste des index ou des aiguilles qui vont différer. L'idée, nous, c'était de travailler vraiment la profondeur, de se rapprocher sur de la complexité d'un mouvement maison de très haute manufacture, mais globalement de respecter le mécanisme qui est en dessous, sinon il n'y a plus aucun intérêt de partir sur un mécanisme squelette si on vient totalement tout habillé de décoration. Donc globalement, on a essayé de garder les roues, le cœur battant, le sublimer, mettre en avant le ressort de barillet avec cette forme qu'on a fait à 4-5 heures. Garder également la tige couronne visible quand on vient déclipper la couronne une fois qu'on l'a dévissée pour avoir tous les engrenages importants, mais globalement amener de la profondeur, des accroches de lumière avec des finitions. Et là aussi, il y avait un défi, c'était arriver à amener cette profondeur sans augmenter trop l'épaisseur du boîtier. Et pour le coup, je trouve que c'est assez réussi parce qu'on a quand même une montre qui est assez contenue.
on a réussi, je pense, à respecter le mouvement et en même temps à le mettre en valeur, quoi. C'est ça. Non, entre le réo, les index qui vont pointer le bas, les différents étages, etc., on est à peu près sur 12 mm d'épaisseur, qui est très correct pour ce type de montre-ci. Table de dimension, on n'en a pas parlé, on est sur un 36 par 41, on est sur une boîte quand même tout de même contenue. L'idée, c'est pas d'être trop ostentatoire, d'être trop matu vu, étant donné que déjà que le squelette est quand même quelque chose de moins minimaliste, moins classique. Un peu plus chargé, entre guillemets. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était quand même de rendre la chose assez minimaliste, comme le diamètre, par exemple, du bracelet, on a fait un 20-16. Donc, le 20-16 qui est très évasé, qui fait finalement un petit bracelet au poignet. L'idée, c'était pas d'avoir un mastodonte sur le poignet, l'idée, c'est aussi de refléter l'élégance française et les diamètres contenus. En tout cas, moi, pour ma part, je suis un peu plus fan. Et avoir un poids aussi contenu, parce que on a déjà rajouté du tungstène, qui a un poids, une masse plus volumique, qui est beaucoup plus dense, plus supérieur à donc on va forcément avoir un bracelet un petit peu plus lourd. Et si on l'affine, on récupère du coup ce poids aussi. C'est ça. Donc globalement, ça reste quand même, le confort est super important. Donc l'idée, c'est d'avoir des matériaux de choix. Effectivement, le tungstène, mais derrière, pas trop avoir non plus un poids imposant. Donc l'idée de réduire la taille était à double intérêt, côté design, esthétique et globalement côté confort aussi. C'est ça. Alors, que je connaisse Maison Morphin ou que je connaisse pas Maison Morphin, je suis amateur d'horlogerie. Qu'est-ce qui fait que dans cette montre ou dans les montres Maison Morphin, il y a quelque chose qui est une signature en fait? Ok, la réponse c'est très simple, c'est la signature Maison Morphin que je t'ai communiqué, qu'on essaie de retranscrire sur chacun des modèles qu'on produit. Sur le réo, et le réo en plus on l'a travaillé différemment parce qu'il est en pente, mais il y a un replat. Sur le replat, on est venu mettre la signature Maison Morphin, c'est le nom de la marque, MAISONMORFN. Au lieu de graduer toutes les 5 minutes avec un index qui est plus épais, on est venu mettre du coup chaque lettre de la marque qui compose donc la signature de la maison, qui est plutôt très discret puisque vraiment il vient épouser en plus le verre saphir, les rebords du verre saphir. Et c'est quelque chose qu'on va pas du tout remarquer de prime abord. Le nombre de clients qui viennent en showroom l'a testé parce qu'on l'a en showroom actuellement. Même sur celle-ci. Même sur celle-ci. Celle-ci en plus on l'avait mis au niveau du rebord du verre biseau, enfin du verre arrondi bombé. Donc il est encore plus discret. Donc globalement si je devais retenir quelque chose, c'est en tout cas la signature de Maison Morphin qu'on essaie d'avoir toujours sur le réo caché quelque part, qui vient être éclaté le long du cadran. Et globalement après il y a d'autres petits détails. On est venu par exemple squeletter les aiguilles. Donc voilà, on est sur une montre squelette. Il faut quand même qu'il y ait une sorte de répercussion partout, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une réflexion. Et on s'est dit pourquoi pas on ferait pas des aiguilles squelettes. On est très content du résultat. On est venu les polir. Donc voilà, nous en showroom, ça quand on fait des vidéos, étant donné que c'est poli, donc c'est miroir, ça renvoie les couleurs qui sont autour. Étant donné qu'on a globalement un showroom qui est tout noir, c'est sûr évidemment les aiguilles on les voit un peu moins, donc c'est compliqué de communiquer et quand on est dehors, et d'optimiser la lisibilité quand on fait des vidéos en showroom. Mais globalement en tout cas, elles sont incroyables une fois en extérieur. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Par exemple, on a mis du Luminova aussi sur le talon de la trotteuse, enfin le talon des aiguilles, pas de la trotteuse. Donc c'est un petit historique qui est sympa. Et on est venu mettre du coup du Luminova C3, donc le plus puissant du marché, 100% de luminescence, une couleur un petit peu verte. C'est quel grade déjà? Grade A, donc le plus puissant. Et l'avantage du Luminova, c'est qu'il est inuisable. Donc globalement, il fait la durée de vie de la montre. Donc plutôt sympa en termes de petits détails, je dirais que c'est ça. Les index aussi peut-être? Index plongeants qui viennent justement pointer le cadran, qui sont assez discrets et qui sont aussi du coup revêtus de Luminova. Donc on n'a pas lésiné sur le Luminova, ça permet dans la nuit en tout cas de bien y voir. Et en plus, vu qu'on a un traitement anti-reflet, on a globalement quand même une visibilité qui est optimale. Je reviens aussi sur le verre saphir, c'est qu'on a parlé du biseau, mais globalement on est sur une boîte qui est un petit peu arrondie. Donc oui, si tu un petit peu arrondi ton poignet et biseauté. Voilà, si on le met comme ça, on voit quand même que le verre est aussi un petit peu arrondi et biseauté. Donc il y a aussi un travail de finition, de micro-détails à ce niveau-là. Après, nous aussi, on sait que ça va légèrement déformer l'affichage, entre guillemets, parce que la forme du verre plus les biseaux, etc. Mais on vient la découvrir, justement. Mais justement, il y a un côté voile, entre guillemets, mais qui est vraiment quand on le regarde sur le côté. C'est ça. Et dès qu'on la met avec à peine un peu d'angle, on voit tout de suite très bien l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de reflet. Il y a zéro reflet. Ça fait vraiment une vraie différence, le traitement anti-reflet. C'est vraiment du plus bel effet. Pour du squelette, c'est super important, parce que l'idée, c'est quand même qu'on aille contempler les organes à l'intérieur, donc c'est vraiment un must-have qu'on ait à l'intérieur de cette montre dans les specs techniques, l'anti-reflet. Ça faisait partie des ingrédients de la recette. C'est ça, c'est le cahier des charges. Bon, point très important, on va vous montrer tous les fichiers de conception. Donc on va vous détailler la globalité, découper un petit peu tout ça, vous montrer comment on aboutit à un tel produit. L'idée c'est que je pense qu'on a passé plus de 50 heures, 60-70 heures peut-être dessus, mais on a passé beaucoup d'heures à développer et on parle que de la face avant, arrière, un peu les côtés. Les côtés qui sont aussi d'ailleurs un petit peu biseautés, squelettés aussi, on n'a pas trop parlé juste avant, mais qu'on détaillera un peu après. Donc je te laisse montrer aux internautes les fichiers de conception que les marques nous
vous montre pas forcément, mais en tout cas moi je suis assez passionné par le développement produit, donc c'était vraiment un must-have qu'on puisse vous montrer ça. Et sur le site internet vous retrouvez aussi les fichiers de conception qu'on a partagés, même en showroom juste derrière nous on a les croquis de la 2405 puisqu'on en est quand même assez fiers. Alors c'est vrai que quand on travaille sur une montre, on part du cahier des charges, c'est le premier travail, et après assez rapidement on rentre un peu dans des esquisses parce qu'il faut à un moment donné mettre un peu des formes sur tout ce cahier des charges, ces différentes caractéristiques qu'il faut qu'on arrive à faire ressortir. Donc d'emblée, on a essayé de se démarquer en jouant sur le contraste entre les différentes lignes. Donc on a ce fameux vert biseauté qu'on retrouve ici avec les angles qui viennent se prolonger, créer un peu une cassure, et en même temps quand on est sur le dessus, ça fait un peu aussi cockpit avec ce vitrage chanfreiné qui se poursuit sur le côté et qui se prolonge sur le bracelet. On voulait vraiment jouer sur la lumière, les effets de matière, le contraste, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on reprend cette forme ici un petit peu rectiligne, angulaire et courbe sur la couronne aussi. On a travaillé ça avec différentes textures, différentes profondeurs pour maintenir de l'accroche et en même temps donner un look assez unique à cette couronne. On va vous détailler un petit peu les différentes couches. C'est ça, parce qu'effectivement on n'arrive pas à ce design par hasard. C'est ça. Alors, dans l'idée, si je remonte, hop, on a donc notre boîtier, en fait, il a une forme hors cache-pompe, très contenue. On a le mouvement qui s'arrête à peu près à ce niveau-là, et derrière, du coup, une forme un petit peu convexe du coup et tranchée. Du coup, je vous montre les différents étages. Donc là, je vais enlever les aiguilles. Je vais zoomer un peu quand même, quand il voit un peu mieux. Donc les index dont on vous parlait, qui viennent plonger à l'intérieur. Ici, on a un réo avec la signature Maison Morphin, justement, le Besançon France qu'on retrouve en bas. De fabrication. Et donc on a essayé de mettre en valeur le ressort de barillet avec cette partie-là, qui est vraiment attire le regard en fait. Le but c'était ça. Ça attire le regard à la fois sur le ressort de barillet. On a un petit peu accentué cet arc ici pour rappeler un peu la limite de détente du ressort. À savoir que déjà le petit rond interne est la limite du ressort une fois qu'il est serré au maximum. Quand le ressort est serré au maximum, il passe ce premier cercle. Ouais. Et vu qu'on a tout fait à l'échelle, puisque quand on fait du design, on fait à l'échelle, on travaille à l'échelle, ça nous a permis de calculer justement ça, et c'est un petit easter egg. Bon, après voilà, à cette échelle-là, c'est plus compliqué de le voir. En tout cas, on l'a pris en compte, c'est quelque chose qu'on a voulu réfléchir en interne quand on a développé cette forme. C'est des aspects de design où effectivement, d'un point de vue fonctionnel, derrière, on va pas forcément s'attarder dessus, mais dans l'idée, c'est ça, c'est le ressort détendu, il se retrouve à peu près ici, le ressort tendu au maximum, il se retrouve à peu près ici, donc il remplit cette zone-là. Et on a remis du coup la marque Maison Morphin sur cette partie-là. L'idée c'était de trouver un endroit qui soit pas non plus trop ostentatoire et trop présent, on voulait rester discret. Donc si je continue de cacher un petit peu certains éléments, si on enlève les index, on a la plaque avec le réo, on a l'élément roue un peu étoile triangle. Ensuite, vous voyez le nombre de calques déjà là, on vous simplifie parce qu'on a tout rangé. Oui, alors, en fait, si effectivement, c'est bien de montrer. C'est ça aussi où est ton travail de designer, c'est que vraiment un compteur de calques quelque part, je sais pas, mais c'est ce fichier, il est assez conséquent. Donc là, on est sur l'étage justement de la platine qui reprend la décoration Code de Genève. L'idée avec ces éléments-là qui sont chanfreinés aussi sur le côté. Voilà, il y a un anglage. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'anglage fait tout, il vient délimiter. Et en fait, si vous voulez, on est sur un segment tarifaire où Célita, STP, la Joux-Perret vont pas venir angler leur mouvement. Globalement, moi, j'aime l'anglage, j'aime les finitions que ça procure. Et dans notre marché, on peut pas se permettre de l'avoir sur le mouvement. Donc, on vient rajouter cette plaque qui va créer déjà de la profondeur, qui ne va pas forcément obstruer non plus le mouvement, puisqu'on a respecté les rubis, on a respecté on essaie de garder les roues les vis aussi, des roues visibles. Mais on vient créer du coup de l'anglage qu'on ne peut pas avoir finalement sur notre segment tarifaire de marché et on vient créer de la profondeur. Donc c'était intéressant et on vient ramener en plus une finition Code de Genève qui, en tout cas pour moi, si je devais retenir le meilleur détail de cette montre là, je pense que c'est cette finition Code de Genève. Quand on regarde la montre, ça accroche la lumière aussi. Ça accroche la lumière et c'est juste incroyable. Code de Genève qu'on retrouve aussi sur la masse oscillante parce que je suis aussi sensible à la décoration du mouvement en lui-même et on est venu décorer la masse oscillante d'une Code de Genève. Et donc après le mouvement avec le boîtier, alors évidemment il y a le cercle d'emboîtage
avantage qui n'y est pas ici, il n'est pas représenté. Après, on n'a pas forcément besoin dans les maquettes de le représenter. Et donc, si on vous montre un petit peu un plan éclaté, un peu l'éclaté du coup justement des différents éléments qu'on retrouve. Du coup, le bracelet, le boîtier, les aiguilles, notre petite couronne quelque part qui vient pointer le regard vers le ressort de barillet. On a donc notre réo avec la partie grille et l'encadrement en arche du cœur battant. Voilà, la plaque décorative derrière avec la décoration Code de Genève. Et là, on a le mouvement de face, le mouvement de dos. Alors évidemment, ici, vous voyez la signature STP, Swissmade. On est venu nous customiser avec notre signature anneau, la Code de Genève, qui n'est pas trop apparente sur la version classique, parce que là, on l'a récupéré du site internet de STP, donc effectivement, on n'avait pas notre signature à nous. Et après, derrière, on est venu micro-biller et faire ressortir en 3D les textes. On n'est pas sur une gravure laser. Donc, on a vraiment de l'accroche aussi au niveau de l'arrière. Et on a le numéro exact de série du modèle, donc numéroté de 001 à 100 sur 100 pour les deux modèles, puisqu'il y a du argenté et il y a du noir. On a deux déclinaisons qui est un revêtement PVD pour la version noire. Et donc d'autres éléments de design, on a les plans de conception. Les plans de conception du bracelet. Alors comme on vous le disait, il y a vraiment eu ce côté très technique du prolongement du chanfrein entre le verre et le boîtier qui continue donc sur le bracelet. Et ça a vraiment été un défi pour les équipes techniques parce que du coup, vous voyez que finalement il y a 1, 2, 3, 4 maillons avec le cache-pompe inclus qui au final sont variables. Et après seulement, on finit par avoir des maillons qui sont les mêmes, qui se répètent, mais on en a forcément du coup toute cette partie-là, elle est faite à la main de façon adaptées à chaque fois, juste et précise pour pouvoir qu'il n'y ait pas de jeu, qu'on ait une esthétique parfaite. Comme disait Clément, quand on regarde la montre de face comme ça sur le poignet, on a un regard qui fuit dans ses tranchées quelque part, et au final on n'arrive pas à faire la différence entre le brillant du boîtier et le brillant du verre, et on a du coup quelque chose qui est très vraiment là quand je la regarde, je n'arrive plus à savoir si c'est le verre boîtier ou le verre. Si c'est le verre. Alors que là, ce que je regarde actuellement, c'est le boîtier. Et vu qu'il est miroir, c'est miroir comme le verre est miroir. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. C'est ce jeu de contraste un peu, et on se dit, mais en fait, on sait plus trop si c'est le boîtier ou si c'est le verre qu'on regarde. C'est ça. Et c'est vrai que c'était jamais fait en horlogerie, ce type de design-là. Donc c'est vraiment ta patte, toi, de designer, et ton panel de créativité plus large que le milieu de l'horlogerie qui a permis justement d'amener ça sur une montre. Et c'est globalement très très bien réussi. Et on a également aussi poli la boucle qui vient respecter parfaitement la largeur du poli du tungstène. Et des dernières lignes qui étaient aussi polies de ce fameux biseau. Et même la teinte est quasiment la même que le tungstène au final. Oui, finalement on est sur du poli avec la même teinte, donc on a vraiment une harmonie globale, et on a également un jeu qui est inexistant. On n'a vraiment aucun jeu sur la boucle. On a une boucle qui est très épaisse qui permettra aussi d'accueillir la petite gravure personnalisée. Et globalement, effectivement, on a vraiment une ligne qui se respecte, une montre qui s'écrase pas trop non plus. On est vraiment sur un très très bel objet où les finitions sont vraiment poussées au maximum. Donc voilà, aller au-delà de la montre qui vraiment s'aplatit et s'écrase. On voulait quelque chose qui se tienne, que quand on tient la montre, en fait, ça fait une forme un petit peu d'arc. Vous allez le voir sur un des plans. On va vous le montrer maintenant. Voilà, donc ça, on le voit. En fait, cette partie-là, c'est le cache-pompe justement qui vient en prolongement du boîtier, et au final, ça vient donner la forme d'arc un petit peu sur le poignet, ce qui fait que le bracelet est très agréable à porter parce qu'il vient tomber justement un petit peu plus loin sur le poignet. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? C'est des choses que j'avais pas développées par exemple dans le passé. Pour le modèle antérieur qu'on avait fait en tonneau, on n'avait pas de cache-pompe parce que c'était très contraignant d'arriver à trouver une solution. Donc on avait simplement accroché le bracelet comme on accroche un cuir entre les pompes. Avec une pompe entre les cornes. Donc du coup, on voit toutes les lignes là, ici en haut qui partent du chanfrein. Donc, c'est ça. Là, pareil, c'est de l'ordre du micron. Quand on arrive au 16 mm, les dernières lignes, c'est de l'ordre même pas du millimètre, mais du micron. Donc, c'est ça devient une petite rainure en fait. Et il faut qu'elle soit creusée. C'est pas qu'une rainure, c'est pas qu'une ligne au final. C'est ça. Il y a aussi une question de profondeur. Un léger biseau qui se poursuit jusqu'au bout du bracelet. C'est ça. C'est vraiment ça. Voilà donc un petit peu certains éléments pareil, toujours de détail. Le boîtier, il a un petit peu un rôle de protection vis-à-vis du verre, sachant que le verre ne craint rien en soi en termes de rayures. Mais c'est vrai que par rapport à un choc sur l'arête, il arrive à peu près au même niveau le boîtier que le verre. Voire même un peu au-dessus, tu vois, le verre saphir. Parce que ça, c'était peut-être les premiers protos qu'on a ici. Oui, le verre saphir est légèrement au-dessus, ce qui vient protéger un peu la pseudo-lunette. C'est ça, donc du coup, on est quand même sur quelque chose de très cohérent avec
ce fameux décroché. Donc là, en fait, on n'est pas. En réalité, on est un peu plus haut par rapport au Parce dessin. qu'on avait fait 4-5 maquettes différentes pour Ouais. voir les hauteurs. Et on avait jugé du coup de mettre un peu plus haut le verre saphir pour justement avoir cette protection. Faire attention évidemment aux casses, effectivement, mais ça permet de garder une montre un peu plus clinique. Il y a aussi cet aspect longévité que moi je prends en compte au niveau quand on développe une montre. En termes d'esthétique, on voulait quelque chose quand même qui soit assez marqué. Donc c'est vrai que si on fait descendre le verre un peu plus bas, on a des pans inclinés qui sont plus. Ils vont chercher plus loin. C'est ça. Donc on accroche la lumière mais différemment. Nous on voulait quand même quelque chose qui soit assez marqué. On n'est pas loin du 45 degrés sur l'angle. Donc... Ouais, plus globalement, quand tu regardes la montre comme ça, voilà, on épouse aussi la rondeur de la montre globale. Ouais. Là, on était plus, ça remontait, ça faisait comme faisait des très joues, carré, c'était moins esthétique, c'était moins harmonieux. Donc, c'est des petites choses qu'on est revenu travailler. On voit également le caseback avec des vis, puisque c'est vissé. On peut avoir plusieurs casebacks, il y en a des vissés, il y en a des déclipsés. Les plus intéressantes pour l'étanchéité, c'est de les visser. Là, Après, là, sur un modèle tonneau, c'est quand même souvent vissé. C'est souvent vissé parce que tu peux pas vraiment dévisser étant donné que t'es pas sur une forme ronde. Mais globalement, on a aussi développé ces points-là en interne. Le verre aussi, en termes d'étanchéité, pour respecter une certaine étanchéité qui est de 100 mètres, qui était un gros challenge aussi avec au vu du verre saphir qui ne finissait pas à plat, donc qui ne permettait pas d'avoir un verre jointé. Donc comme par exemple chez Cartier, on est sur un verre qui est collé. Et on a quand même la couronne qui se visse et qui se dévisse pour pouvoir aussi optimiser l'étanchéité parce que je veille à ce qu'il y ait un cahier des charges les plus stricts possible. C'est ça. Et je tiens à ma couronne vissée. Bon alors du coup, qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent quand ils portent cette montre? C'était le brief du premier jour ça. C'était, je pense, à 50-50, puisqu'il y a 4 piliers dans la marque: l'exclusivité, l'expérience, la qualité, très à cheval là-dessus, et le design. Là l'idée c'est de vraiment mettre à 50-50 le design et la qualité. Bon, l'expérience évidemment travailler, on va unboxer le tout derrière, on va montrer la montre, parler des caractéristiques, de l'écran, etc. Mais l'idée c'était vraiment que ça transpire l'ADN de la marque, de la complexité de design, des subtilités, du travail, qu'on soit pas là à fantasmer sur 3 index et une aiguille qui est un peu plus octogonale que la normale ou un peu plus arrondie. Donc l'idée c'était vraiment de mettre un gros point d'honneur sur la partie design et surtout la partie qualité qui me tient à cœur. Moi j'essaie vraiment de m'améliorer sur chaque collection. On a du tungstène, matériau rare, très dur à usiner, très intéressant du fait qu'il est invariable. On a le verre saphir qu'on traite maintenant anti-reflet, on a le top du top. À l'arrière on met du verre saphir. On met une très bonne étanchéité 100 mètres, même quand on a des contraintes on va pousser les ingénieurs à développer des solutions, trouver des solutions pour respecter ces contraintes d'étanchéité. Couronne vissée toujours. On a le mouvement suisse. Donc voilà, c'est le moteur de la montre, c'est ce qui va faire qu'elle va être fiable, qu'elle va pouvoir peut-être être transmise de génération en génération. Main d'œuvre française, que ce soit à partir du dessin au tout début jusqu'à le contrôle qualité et l'assemblage à la fin. Et puis tout ce qui va avec, on a upgrade la qualité du Luminova. On est parti sur le grade A, Luminova C3, 100% de luminescence. On aurait pu partir sur du BGW9 qui est bleu, qui est à 95% de luminescence. On a pris le C3, comme ça on sait qu'on reviendra pas dessus. À présent, ça sera celui-ci. On a une boucle micro ajustable pour l'aspect confort, micro ajustement, petit détail. Il y a des gens, ça va pas déranger d'être entre deux maillons, d'être un peu plus lax ou quoi. Là, on vient vraiment chercher les détails. C'est ce qui fait, je pense en tout cas, qu'un produit est abouti. Le luxe pour moi, c'est l'art du détail. Et l'art du détail, c'est justement réfléchir à tout ça. Dans les prochaines collections, on aura des dégagements rapides sur le bracelet, on aura des goupilles vissées. C'est des petits détails qu'on improve, qu'on améliore. Je parle anglais toute la journée avec mes usines. Des fois, j'avais pas les mots français qui arrivent. Donc, je pense que c'était vraiment ça, c'est que les gens aient vraiment une pièce qualitative avec un très bon rapport qualité-prix et un design en tout cas qui se distingue de ce qu'on peut avoir sur ce segment-là. Des gens aiment le côté épuré, le côté moins chargé. C'est pour ça que c'est une montre qui va très trancher. On va l'aimer, ne pas l'aimer, mais en tout cas elle respecte ce que moi j'aime, l'ADN de la marque. Donc globalement, je dirais que voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est le côté qualitatif du produit et qui vient rejoindre le côté design qui ont fait une très bonne synergie, je pense en tout cas. Et toujours dans cette recherche de créer une émotion, d'amener les gens à ressentir quelque chose c'est ça, il y avait déballant en déballant la montre. Et puis comme disait, je cite Franck Sensé qui nous regarde peut-être, qui nous regardera peut-être, il avait dit quelque chose de très juste dans une vidéo de Morgan VS, c'était qu'une œuvre d'art ne donne pas l'heure. Et l'idée c'était vraiment d'avoir un objet qu'on peut contempler, autre que l'objet qui donne l'heure. Si on veut l'heure, on a le téléphone, on a plein de choses, on peut acheter une montre à quartz qui sera plus lisible, plus qualitative en termes de précision. Mais l'idée c'était vraiment de créer une œuvre d'art, c'est pour ça qu'on fournit aussi, on le verra juste après, un support acrylique de bijouterie qui permet d'exposer la montre à domicile. Donc l'idée c'était d'être fier de l'objet, d'avoir un objet de collection qu'on peut admirer. Une petite œuvre d'art à la maison. Voilà, la petite œuvre d'art à la maison, mais qu'on peut embarquer, qui peut créer des émotions, qui peut être retransmis plus tard aussi, puisqu'une montre a ce côté aussi, c'est intéressant, qui peut être des fois un patrimoine familial qu'on peut retransmettre. En tout cas, c'est une montre à mon goût et c'était l'idée d'en faire un objet d'art et très qualitatif de par les caractéristiques techniques au début qu'on s'était donné dans les contraintes. Moi aussi fier de la porter. Bientôt, mets-toi ton poignet. Bientôt.
Du coup, à quel type de passionné d'horlogerie s'adresse plutôt cette montre? Comme je le disais, je pense avant, aux passionnés de la belle mécanique qui aiment les montres squelettes. Si on cherche la lisibilité, effectivement, avec un cadran chargé, avec des engrenages, c'est pas là où on va optimiser la lisibilité, bien qu'on a essayé de mettre du Minova qui va éclairer dans la nuit, des aiguilles qui sont polies, donc qui vont briller, qui vont attirer l'œil. Mais je pense voilà, aux personnes qui cherchent un très bon rapport qualité-prix, qui n'ont pas forcément le budget de s'offrir une montre d'ultra horlogerie, d'hyper horlogerie, qui cherchent quand même quelque chose aussi d'assez rare, puisqu'elle est numérotée. On n'a pas trop fait le focus là-dessus, mais ça reste une montre comme toutes nos montres depuis le début, qui est numérotée jusqu'à 100 exemplaires, donc qui en fait quand même une pièce très exclusive, et qui veut aussi soutenir une micro-marque, une marque à taille humaine. Et je pense que c'est à peu près là qu'il faut en retenir, je pense. Donc des personnes qui aiment l'horlogerie, qui aiment le Made in France, qui aiment les specs techniques, puisqu'on en fait aussi un gros point d'honneur. Et sur le site internet, si vous naviguez sur maisonmonfant.com et sur la page produit de celle-ci, vous allez trouver des fichiers de conception qui peuvent peut-être vous inspirer à ce niveau-là. Et en termes d'esthétique, en termes d'objets de design, c'est aussi quelque chose qui est censé parler aux personnes qui aiment les beaux objets de design en tout cas. Bon alors, quand et où peut-on trouver cette montre? Et ben très simple, maisonmonfin.com, elle est à présent disponible, que ce soit en argenté. À l'heure où sort la vidéo, la noire sera peut-être déjà disponible ou encore en précommande, mais si elle est encore en précommande, c'est de l'ordre peut-être de encore quelques jours. Et sinon, on a le showroom au 39 Grande Rue à Tournon-sur-Rhône. Ici, voilà, là où on tourne actuellement dans nos locaux, ici Ardéchois. Et globalement, dans quelques mois aussi, quand on ouvrira le showroom à Lyon, qui arrive, je pense, au mois de juin 2025. Donc globalement, ceux qui veulent venir l'essayer, vous êtes les bienvenus au 39 Grande Rue du mardi au vendredi et sur rendez-vous également. Et sinon, sur le site internet, effectivement, elle est disponible. Nombreux clichés, photos et vidéos sont dispo, donc ça permet de s'imaginer, que ce soit au poignet ou de voir les moindres détails sur le site internet. Par contre, faites attention parce que quand on la voit en vrai, on a envie de sortir la carte bleue. Ouais, c'est le problème. Il y a eu beaucoup de clients qui sont venus à la base, je la passais au poignet, tester les protos. Et même quand celle-ci, moi j'ai le proto au poignet, il y avait des gens qui voulaient repartir avec. Je me disais, c'est pas possible, c'est la seule que j'ai. Et des clients, en plus, ça leur allait directement parce que la taille du poignet était parfaitement ajustée à eux, mais malheureusement, c'était pas le cas. Donc, mais c'est vrai qu'on a eu une grosse hype, on a eu de nombreuses précommandes qu'on a déjà commencé à faire partir. On a déjà eu les premiers feedbacks des clients et on a eu que du top du top. Des gens qui m'ont remercié de l'avoir créé carrément parce que vraiment j'ai répondu à une demande qui n'existait pas, une offre qui n'existait pas. Même moi en tant que designer, ça fait plaisir un truc comme ça. Ouais, ça. clairement, je te montrerai les DM, mais sur Maison Morphin, on m'a envoyé pas mal de DM là-dessus, donc c'était vraiment cool. Et je pense que d'ailleurs, pour parler des specs techniques et du modèle, je pense qu'on va essayer de faire un petit unboxing global. Un peu plus à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve avec la méga surboîte. Avant d'accéder à la surboîte, les clients qui sont en showroom ou qui recevront la montre auront quelques petits accessoires. Un porte-clés qu'on a actuellement plus, on est en train de redesigner les nouveaux. Donc d'ici globalement quelques semaines, on aura des nouveaux porte-clés. On en parle ou on n'en parle pas, ça mérite d'exister. Il y a un porte-clés normalement, on les aura à présent de nouveau bientôt. Si vous ne le voulez pas, vous l'offrez, au moins ça fait parler de la marque, c'est important. Voilà, c'est un petit goodies qu'on offre. Les grandes maisons en général offrent toujours des goodies aux clients pour les remercier de leur confiance. Chez Audemars, chez Rolex, on a toujours des porte-clés, des sacs, des portefeuilles. Nous, on offre quelques petits goodies aussi. On a le porte-clés qui est offert. On a la paire de gants, très important aussi que je trouve, qui permet de nettoyer ses garde-temps à la maison, que ce soit des maisons Morphin ou non. Faire un unboxing proprement, ça c'est fourni. Chose qu'on vient de rentrer tout fraîchement en stock, c'est une clé USB Maison Morphin. Et dessus, on retrouve la vidéo globale de l'assemblage de la montre. Donc, on voit toutes les étapes en atelier chez notre maître horloger pour donner vie à la 2405. Et voilà, les logotés de Maison Morphin dans une petite boîte en acier. Très sympa qu'on fournit, qui est en haut du colis quand vous recevez la montre. La lettre de remerciement dans son enveloppe qui est frosted. On néglige aucun aspect de l'expérience. On est sur un très beau grammage de papier. Il est frosted. On a le QR code à l'arrière qui renvoie sur le profil Trustpilot où on a plus de 230, même 250 avis peut-être maintenant. 4,9 étoiles sur 5, donc on en est très content. Et les clients jouent le jeu en général pour nous soutenir, nous laisser une très bonne évaluation. Et on a accès ensuite à la surboîte très minimaliste, assez imposante. Et on va attaquer de suite l'unboxing. Donc qu'est-ce qu'on retrouve de prime abord? L'écran qui est protégé d'un beau tissu type velours qu'on va venir décrocher de son support en dessous, puisque tout a été effectué sur mesure. Et on retrouve en dessous, alors il est à l'envers parce que je l'ai mal préparé juste avant, voilà. On retrouve juste au-dessous le panel d'accessoires avec notre petit slogan innovation, expérience, émotion. Effectivement, on est sur une montre qui
qui est censé procurer de belles émotions. Donc on a le support acrylique de bijouterie qui permet d'exposer la montre, la loupe d'horloger x10 en aluminium qu'on retrouve juste ici, qui permet de contempler les moindres engrenages de la montre, et Dieu sait que c'est utile sur une montre squelette. Et le kit, comme à l'arrière. Hein, Avant comme arrière, on a des choses à regarder en général. Et le kit d'ajustement pour enlever les maillons, décrocher le bracelet si besoin pour passer sur un cuir. Et c'est présenté dans une très très belle boîte type velours. Tout est fait sur mesure. On est même venu réfléchir à comment on récupère chaque accessoire avec des petites languettes. Donc c'est très qualitatif. Voilà, qu'on en ait l'utilité ou pas, globalement ça reste quand même des outils assez utiles, donc on en aura je pense toujours besoin, mais voilà, après l'essence du travail est ici. On enlève donc la petite protection qui est comme ceci et on a accès ensuite au bel écran qui est en bois laqué. Donc logo de la maison, piano black, très bien poli, aucune aspérité sur la partie vernis. Hop. Et on a accès ensuite à la montre. Donc on a la carte de garantie ici avec la tirette qui permet d'accéder à la carte de garantie qui est frosted, qui reprend le QR code qui renvoie sur la page contact. Ouais. Donc ça c'est plutôt sympa et on a pensé justement à comment on l'attrape. Donc on a développé cette petite tirette. On a la montre avec le CD Maison Morphin France et en dessous on a accès au certificat qui est dans une enveloppe qui est frosted avec de la feuille dorée. Donc on n'est vraiment pas sur une impression de couleur dégradée mais une vraie feuille dorée. Un papier qui est frosted qu'on vient embosser avec une pince un petit peu à gaufrer. Donc on a le certifié d'en bas et on reprend le nom, prénom de l'acquéreur, le numéro du modèle, la référence, la date d'achat. Et on a une très très bonne finition jusqu'au papier justement, on vient vraiment travailler les détails. On a la notice d'utilisation qui reprend les caractéristiques techniques du mouvement, les différents détails, comment on dévisse les positions de couronne, très important pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude des couronnes vissées. Ouais. Et le chiffon nettoyage en 12x12, logoté du Maison Morphin avec une très bonne finition, pareil, pailleté doré, qui permet de prendre soin de son garde-temps, le nettoyer, et ensuite on a accès à cette fabuleuse montre qui est ici, sur son coussinet, avec un très beau profil, et qu'on va venir déclipper tout simplement ici. On l'a également juste à ta droite en noir, parce qu'elle est déclinable en deux coloris. Et là, on peut ensuite la contempler, enlever toutes ces plastiques de protection et faire l'ajustement à domicile à l'aide du kit d'ajustement. Ouais. Qui permet de faire une mise à la taille à la maison. Mais en tout cas, je me lasse pas. Même là, si je l'ai au poignet toute la journée, de la regarder, c'est vraiment sympa. Vraiment magnifique. Voilà pour la partie expérience. Voilà, l'idée, c'était de créer aussi une émotion à l'ouverture, de marquer les esprits, de ne pas négliger chaque aspect de l'expérience, du design à la qualité produit, jusqu'à la qualité de l'expérience du packaging. Et globalement, je suis plutôt assez content. Et puis l'idée, c'est de faire un produit qui dure longtemps. Donc du coup, tout l'emballage, enfin tout ce qu'il y a, le certificat, etc., t'es allé pousser le curseur loin pour amener quelque chose de vraiment premium et que, je sais pas, dans 10, 15, 20, 30, voire plus en termes d'années, ça puisse être transmis et que c'est un enfant, un petit enfant ou un neveu, une nièce, j'en sais rien, qui en ouvrant cette boîte va revivre un peu cette expérience qui aura été vécue à l'époque. C'est ça, il y a une traçabilité, il y a des choses à ouvrir et puis on est sur une œuvre d'art aussi, donc l'idée c'est aussi de faire une belle présentation du produit, donc un écran de qualité et globalement effectivement dans 10, 20, 40, 50 ans, les petits enfants du détenteur de cette montre-là pourront aller voir le papier d'époque qui sera peut-être un peu patiné, les finitions, etc. de l'écran, des choses qui auront un peu vieilli et qui donneront, je pense, un charme à la montre. Puisqu'on est sur une édition limitée en plus, donc il y a une montre qui est vouée à disparaître. Bien sûr. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure, un petit mot aux amateurs Maison Morphin, aux personnes qui nous suivent. Un grand merci pour justement tous les feedbacks que vous nous faites au quotidien. L'encouragement également qu'on a au quotidien, que ce soit sur les réseaux, les emails de clients qui nous écrivent pour nous remercier. Et déjà, les premiers clients qui ont pu recevoir leur 2405, qui nous ont simplement remercié de l'avoir créé, qui sont très contents de la posséder. Un grand merci également à Benoît qui a contribué à ce bel objet qui, je pense, à mon sens, est vraiment la montre la plus aboutie qu'on ait jamais pu lancer. Merci à toi pour ta confiance. C'est réciproque, on va dire. On travaille ensemble, on est content de travailler ensemble, on fait du bon travail ensemble. Je pense qu'il y a une très bonne synergie à ce niveau-là. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires si justement ça vous plaît, ce type de vidéo où on va vraiment pousser le behind the scene, vous exposer notre vision des choses, le travail de design. On est en train de développer encore un nouveau modèle qui arrive en fin d'année qui va être encore un curseur peut-être en dessus, on ne sait pas, mais on essaie de travailler en tout cas sur des choses assez intéressantes. Une web série arrivera très certainement justement sur le développement de ce modèle qui est vraiment très intéressant en termes de design, d'inspiration. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous manifester dans les commentaires, me donner un peu votre feedback concernant cette vidéo qui était un peu plus longue que celle qu'on fait d'habitude, mais en tout cas ça en valait les tours parce qu'il y avait de nombreuses choses à raconter sur ce garde-en qui raconte beaucoup de choses, qui est très complexe et qui nécessitait en tout cas une vidéo dédiée. Moi je vous invite à laisser donc un pouce bleu pour nous encourager, à me donner votre feedback dans les commentaires, vous abonner pour suivre les aventures Maison Morphin, suivre nos aventures aussi ensemble avec Benoît de 1450 Studios, et je vous dis à une prochaine vidéo. À plus.
À plus.